On accueille notre invité ce jeudi matin, c'est Jérôme Fourquet, Bonjour. politologue, directeur du département opinion de l'IFOP. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler bien sûr de l'actualité de ce jeudi. Le Conseil constitutionnel qui rend sa décision concernant l'extension du pass sanitaire. On devrait en savoir plus en fin d'après-midi. Ça crée beaucoup de tensions. Certains députés à gauche dénoncent des mesures, je cite, disproportionnées et manifestement contraires à plusieurs droits et libertés que la Constitution garantit. Est-ce qu'il y a selon vous des points dans ce texte qui sont effectivement disproportionné et contraire aux libertés? Écoutez, là, c'est un petit peu un avis philosophique et chacun jugera. Donc, moi, je ne suis pas dans la situation de donner mon avis là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ces décisions, parce qu'il va y avoir une validation de tous les points, ils sont nombreux contenus dans ce projet, ces décisions du Conseil constitutionnel seront une étape importante dans la suite des événements, puisque on a potentiellement des manifestations de nouveau samedi, et en cas où le Conseil constitutionnel retoquerait tout ou partie de ce texte, alors tout, ça semble peu probable, mais un certain nombre de points clés, cela donnerait du grain à moudre aux opposants qui sont très motivés et déterminés. Alors on peut aussi argumenter qu'une validation quasiment intégrale peut exacerber complètement les tensions. Radicaliserait encore une partie de ceux qui manifestent en disant la partie était jouée d'avance, le système est cohérent et donc on doit, face à cette loi entre guillemets scélérate, continuer la mobilisation. On a beaucoup comparé ces manifestations à ce qui s'était passé au moment des Gilets jaunes. Et donc j'ai repris les chiffres. Et c'est intéressant parce que lors du 3e samedi de Gilets jaunes, en décembre 2018, le ministère de l'Intérieur n'avait comptabilisé que 136 000 manifestants, alors qu'ils étaient 205 000, selon le même ministère, samedi dernier. C'est-à-dire que la mobilisation était d'aller en descendant assez rapidement au moment des Gilets jaunes, alors que là, elle monte crescendo, puisqu'on rappelle qu'ils étaient 114 000 il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Et 160 000 il y a 2 semaines, et 200 000 donc. 205 000, donc la mobilisation va plutôt en se renforçant, alors qu'elle allait plutôt en diminuant. Donc là, on est à un tournant. Et donc, bien évidemment, les décisions du Conseil constitutionnel vont influer sur cette mobilisation assez totalement inédite en plein cœur d'un été. Alors, ce qui est aussi un petit peu inédit, c'est que l'Élysée affiche sa confiance sur cet avis du Conseil constitutionnel. En général, il évite, enfin en tout cas l'exécutif évite de prendre parti avant les décisions. Là, il y a des informations qui ont filtré dans l'entourage d'Emmanuel Macron, qui affiche sa confiance, qui parle d'un texte équilibré, qui avait déjà été validé par le Conseil d'État. Bref, c'est quoi? C'est une sorte de guerre de position où l'Élysée a raison d'afficher la confiance? Alors je pense que il y a peut-être des coups de sonde qui ont été donnés avant ces prises de position. Le gouvernement estime aussi que avec cette fameuse commission mixte paritaire où des représentants des sénateurs et de l'Assemblée nationale se sont mis d'accord sur une espèce de compromis, eh bien un certain nombre de gages d'équilibre ont été donnés, mais on peut aussi y voir peut-être une forme de communication de la part de l'exécutif pour essayer d'influer un petit peu en sa faveur du côté des décisions qui seront prises. Ouais, le gouvernement qui suit comme le lait sur le feu ces manifestations, vous le disiez, elles sont inédites au cœur de l'été. Vous-même, vous êtes surpris par l'ampleur que c'est en train de prendre ? Alors oui, tout à fait. Encore une fois, quand on compare au nombre de manifestants recensés au moment des Gilets jaunes, on est très au-dessus. Historiquement, dans notre mémoire, les quelques mouvements sociaux qui avaient entaché l'été, historiquement, étaient des mouvements de grève, par exemple chez Air France, à Aéroport de Paris ou à la SNCF. Et on parlait d'une prise en otage des estivants ou des vacanciers, mais ça concernait que quelques milliers de salariés qui se mettaient en grève dans un secteur ponctuel. Là, on est sur, encore une fois, 200 000 personnes dans 150 villes, en plein cœur de l'été, au moment où on a 1000 km de bouchons, eh bien, on a 200 000 de nos concitoyens. Ça traduit quoi, selon vous, alors, justement? Alors, ça traduit plusieurs choses. Il y a, comme souvent dans un mouvement social, c'est à la fois sur le sujet même qui suscite la mobilisation, à savoir le pass sanitaire, mais ne nous y trompons pas, également aussi la question de la vaccination, parce que ce pass sanitaire est affiché par le gouvernement comme une forme d'incitation ou d'injonction vaccinale, et il est reçu comme tel par les opposants en disant c'est une forme déguisée de vaccination obligatoire. Et quand on regarde les chiffres, par exemple ceux de l'IFOP, 70% des personnes qui sont aujourd'hui non vaccinées soutiennent ce mouvement.
Quand on dit attention, il ne faut pas confondre anti-pass, anti-vax, certes, mais les gens qui aujourd'hui ne sont pas vaccinés soutiennent à 70% ce mouvement parce qu'ils ont bien compris qu'avec le pass sanitaire, ils vont être obligés d'aller se faire vacciner. Et parmi ceux qui ne sont pas vaccinés, le niveau de soutien tombe à 18%. Donc on est bien sur ces deux fronts, celle qui n'est pas vaccinée et celle qui est vaccinée. Donc ça, c'est le premier point. Et puis derrière ce sujet particulier, il y a aussi ce que ça traduit, c'est une très forte hostilité, une défiance vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du système, puisque vous avez vu qu'un certain nombre de vos collègues et confrères ont été pris à partie dans ces manifestations. Donc on retrouve aussi une tonalité qu'on avait connue au moment de la crise des Gilets jaunes, des journalistes ou des médias qui seraient complices, un gouvernement qui nous aurait menti, etc., etc. Et donc il y a cette très forte défiance vis-à-vis de l'exécutif. Et quand je dis l'exécutif, c'est même vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et là, c'est à double tranchant parce qu'on voit bien que c'est lui qui se met en première ligne. Il est sur les réseaux sociaux, il fait des confidences à vos confrères de Paris Match. Et en même temps, c'est lui, quelque part, que les manifestations, entre guillemets, viennent chercher, puisque c'est lui qui est ciblé sur les banderoles, dans les affiches et dans les slogans. Donc il y a cette crise et cette défiance qui continue de se manifester, qui ne nous a pas quittés, en fait, depuis plusieurs années maintenant. Parce que si on met de côté les nombreuses périodes de confinement, en fait, nous avons eu, depuis la crise des Gilets jaunes, quasiment des manifestations en France tous les samedis depuis près de 3 ans. Emmanuel Macron, qui le dit dans Paris Match, là, aujourd'hui, il dit pas d'amalgame avec les Gilets jaunes. Depuis le début de l'interview, vous comparez, clairement, la comparaison, elle tient. Alors, bien évidemment, les sujets ne sont pas les mêmes, le public n'est pas exactement les mêmes, mais il y a un certain nombre de ressemblances qui sont assez troublantes, c'est-à-dire des mobilisations sans organisation syndicale. C'est sans leader auto-proclamé. Ce climat de défiance vis-à-vis des médias, vis-à-vis du gouvernement. Cette capacité à agréger des gens qui viennent d'horizons sociologiques et idéologiques très divers. Quand on regarde un peu le profil des manifestants, c'est peut-être aussi la force de ce mouvement, c'est-à-dire comme il n'y a pas d'organisation à la manœuvre, chacun peut venir un peu comme dans une auberge espagnole. Et puis quand même, quand on regarde les chiffres, 82% des gens qui se définissent aujourd'hui encore comme gilets jaunes soutiennent ce mouvement. Parmi ceux qui sont éloignés ou opposés à cette étiquette des gilets jaunes, 14% seulement les soutiennent. Donc c'est pas tous les gilets jaunes qui se retrouvent dans la rue aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres gens et tous les gilets jaunes ne sont pas là. Mais il y a quand même un certain nombre de parallèles qui peuvent être faits. Alors justement, vous parliez d'Emmanuel Macron dans cet entretien, enfin ces confidences à Paris Match. Il adopte un ton très dur, le chef de l'État, à l'égard de ces manifestants. Je ne céderai en rien à leur violence. Je considère qu'il y va de l'existence même des démocraties. Leur attitude est une menace pour la démocratie. Ils confondent tout. Donc un ton très dur, une fermeté. Est-ce qu'il a raison, le chef de l'État, de s'opposer vraiment directement à ces manifestants? Alors, je vais continuer le parallèle avec les Gilets jaunes. On a vu que la mobilisation dans la rue va crescendo sur ce mouvement, alors qu'elle était plutôt descendante lors de la crise des Gilets jaunes. Mais autre différence et paradoxe, à l'époque, les Français soutenaient ou avaient de la sympathie très majoritairement. 72% soutenaient le mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes 3 semaines après son début. Aujourd'hui, avec la même question posée par l'IFOP, nous n'obtenons un score que de 35%. Mais ce qui est quand même énorme, on n'est pas dans une marginalité non plus. 35% de la population française qui soutient ces mouvements. Qui a de la sympathie. Voilà, donc on voit bien qu'il y a à la fois des gens qui soutiennent et ont de la sympathie sur le sujet, sur les interrogations qu'ils ont sur le vaccin, en disant on n'a pas assez de recul, c'est une nouvelle technologie, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'obliger la vaccination des enfants, est-ce qu'il va y avoir des licenciements à la clé, et puis on a des doutes sur le gouvernement. Et puis il y a aussi un soutien qui est plus politique, on le voit dans nos enquêtes, c'est plutôt l'électorat du Rassemblement national ou de la France insoumise qui est en soutien contre le gouvernement. Alors c'est intéressant d'avoir ces chiffres pour comprendre la stratégie du gouvernement. Au moment de la crise des Gilets jaunes, on était dans ce que Stéphane Rosès avait appelé une espèce de forme de grève par procuration. Les gens ne descendaient pas dans la rue, mais disaient aux sondeurs et aux journalistes, nous on soutient ce mouvement, et quelque part, ils nous représentent et ils portent notre colère. Et donc là, pour un gouvernement, c'est compliqué d'aller contre un mouvement de ce type. Là, aujourd'hui, on a une minorité qui est déterminée, qui se renforce dans sa détermination, mais qui n'est soutenue que minoritairement. Et donc là, tout l'objectif pour le gouvernement, eh bien, c'est un petit peu de cantonner, de cornériser cette minorité en la faisant passer
pour radical. Et donc, c'est pour ça qu'on s'appuie notamment du côté du gouvernement sur tous les... C'est une façon de politiser, donc, pour Emmanuel Macron, en quelque sorte, de renvoyer vraiment le camp des manifestants dans le camp d'une opposition politique. Alors, en partie cela, aussi de dire, voilà, on a une majorité silencieuse qui comprend ce qu'on fait, qui accepte les règles du jeu, qui a fait l'effort de se vacciner, et puis on a des réfractaires qui ne veulent pas jouer le jeu et qui sont dans une forme, si on reprend les termes du président, d'outrance. Et de radicalité. Et de radicalité. Et donc on joue le parti de l'ordre face à une minorité radicale. Et donc c'est plus facile à jouer aujourd'hui qu'au moment des Gilets jaunes, quand, encore une fois, plus de 70% des Français, au début, soutenaient ces manifestants. Ça va très très loin quand même. On a vu ces restaurateurs qui testent le dispositif du pass sanitaire déjà un peu avant tout le monde, traités de collabos, de nazis. On a vu ce directeur d'un parc d'attractions violenté physiquement, ce pharmacien à Montpellier pris pour cible alors qu'il faisait des tests. On est vraiment sur des violences parfois même physiques. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce pass sanitaire braque et divise autant les Français ? Alors, non, pas forcément. Alors après, il faut remettre ces violences dans leur contexte. Elles sont tout à fait condamnables et inacceptables, mais encore une fois, elles ne représentent pas l'intégralité du mouvement. Hein. Ces images de Montpellier, c'est dans un cortège. Il y a eu 150 cortèges en France, mais on voit bien qu'il y a une partie de cette population qui se durcit dans ses convictions. On pourrait mentionner aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, on est coutumier d'un fort niveau d'invective, mais là, on est passé à une autre dimension. Donc, on a une société qui est extrêmement tendue sur ces sujets, avec une minorité qui se braque. Fracturée même, vous diriez Oui, parce qu'on voit bien... typiquement que cette question de la vaccination et du pass sanitaire peut même diviser les familles. C'était moins le cas, par exemple, au moment des Gilets jaunes, où on avait une opposition plus politique. En gros, on avait des familles qui étaient plutôt Gilets jaunes et d'autres qui l'étaient moins. Là, sur la vaccination, ça peut fracturer les familles. Et puis, du coup, on a aussi... quand vous voyez, dans la crise des Gilets jaunes, on était dans un rapport direct à l'État. Contre la hausse de la taxe. Là, la spécificité de cette affaire, c'est qu'elle met aux prises ou en face à face des citoyens avec d'autres citoyens. Le restaurateur, le gérant d'un parc d'attractions n'est pas uniquement dans une confrontation avec les représentants de l'État. Et donc, du coup, effectivement, les dérapages peuvent être plus nombreux et beaucoup moins contrôlés. Et dans ces manifestations, on le disait, donc 200 000 personnes au week-end dernier, est-ce que vous avez pu étudier un petit peu la part de ceux que le gouvernement peut encore convaincre, c'est-à-dire un peu le ventre mou des réfractaires à la vaccination, et ceux pour qui c'est pas la peine, ils sont toujours réticents? Alors on n'a pas été faire d'enquête in situ, mais on peut faire l'hypothèse que la petite minorité qui manifeste, puisque, encore une fois, on a 35% qui soutiennent, donc 35% de 50 millions d'adultes, ça fait 15 millions de personnes, donc c'est beaucoup, il n'y a que 200 000 personnes dans la rue. Donc on est sur la pointe avancée parmi ceux qui défilent. Chez ceux-là, je pense qu'il y a assez peu de gens que le gouvernement arrivera à convaincre, ou entre guillemets, à retourner. En revanche, on peut regarder, nous, dans nos chiffres, nous avons à peu près 3/4 de la population adulte, je dis bien adulte, qui a reçu au moins une première injection. Et donc on a encore 1/4 d'adultes qui est non vacciné. Dans cette population-là, on en a à peu près un peu plus de la moitié qui campent sur des positions qui sont très très dures et qui disent, de toute façon, quoi qu'il se passe, je ne me ferai pas vacciner. Donc c'est le fameux plafond de verre qui est peut-être à 15% de la population. Et puis on a donc du coup à peu près 10% de la population qui, à date, n'est pas vaccinée, se pose des questions, dit je me ferai vacciner plus tard. D'autres, j'essaie de me faire vacciner le plus rapidement possible. Et donc c'est ces 10% de la population que le gouvernement et Emmanuel Macron cherchent à convaincre, à récupérer, notamment chez les jeunes, mais pas seulement, sur la question de la vaccination. Mais est-ce que ça ne peut pas aussi fonctionner dans l'autre sens? Je m'explique, notamment sur la question du pass sanitaire, où effectivement, il y a des gens vaccinés qui peuvent s'interroger quand même sur la légitimité du pass sanitaire. Il y a des arguments qui sont développés par l'opposition, par la gauche. Par exemple, on va écouter Valérie Rabault, qui était sur notre antenne, et qui, elle, explique en quoi ce pass sanitaire, à ses yeux, n'est pas applicable réellement. Les contrôles du pass sanitaire, on demande à des salariés, les serveurs dans les restaurants, dans les cafés, d'effectuer eux-mêmes ce contrôle. C'est pas leur travail.
Voilà, cet argument, les Français peuvent peut-être l'entendre. Est-ce que c'est vraiment aux salariés d'aller contrôler le pass sanitaire ou pas ? Oui, bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est là dans une disposition qui va mettre des citoyens les uns face aux autres. Et donc ça peut créer toute une série de difficultés. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que j'essaie de montrer à la lumière de ces chiffres, c'est que derrière cette question du pass sanitaire, en fait, la question qui se pose, c'est celle de la vaccination. Et donc, c'est pas un hasard si c'est une représentante du Parti socialiste qui pointe ces difficultés, parce que la position du Parti socialiste est de dire « nous, on est pour la vaccination obligatoire ». Et donc, c'est ça, en fait, à mon avis, il ne faut pas se tromper de débat qui clive le plus fortement la société française. Il peut y avoir les modalités d'application, de déclinaison de ce pass sanitaire, mais derrière, il y a cette question, est-ce que ou non, il faut que toute la population se fasse vacciner. Vous voyez bien, par exemple, ce qui se passe à l'hôpital, où on a un syndicat, Sud, pour ne pas le nommer, qui appelle à la grève contre le pass sanitaire, mais une déclinaison de ce pass sanitaire, c'est l'obligation vaccinale chez les soignants. Donc on est là-dessus, et c'est là, sur cette question-là que le sujet à mon avis, le débat va porter, parce que le gouvernement nous a dit, dès qu'on pourra lever ce pass sanitaire, on le lèvera, mais donc restera la question de la vaccination. Oui. Alors, je voulais qu'on avance un petit peu. On est maintenant à 9 mois de la présidentielle, donc la campagne va se dérouler dans un contexte, on l'imagine, un petit peu particulier. Est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire va écraser la volonté réformiste du président? Est-ce que vous pensez que de grands chantiers sont encore possibles? Je pense notamment aux retraites, puisque ça a été évoqué, et puis on sent que là maintenant, l'exécutif est un peu plus prudent. Quel est votre ressenti? Vous pensez qu'il va pouvoir y avoir encore de gros chantiers dans cette dernière ligne droite? Alors, je pense qu'il faut être extrêmement prudent, que personne n'en sait rien, et que, comme l'avait dit Emmanuel Macron, le calendrier est aujourd'hui complètement dicté par le variant, par le virus, et on pourrait même préciser maintenant par le variant. Qui aurait dit il y a 2 mois que nous aurions des reconfinements dans certains territoires ultramarins, que nous aurions un plan blanc réactivé dans 3 régions métropolitaines. Donc, on voit bien que le calendrier est en permanence soumis à l'évolution de l'épidémie. Et donc, nous allons vivre sous la pression du Covid et de ses variants au moins jusqu'à l'automne. Et donc, on voit bien que si tout se passe bien, que l'épidémie est jugulée à ce moment-là, le temps utile du quinquennat sera extrêmement restreint. Et donc, Emmanuel Macron a déjà un peu pris acte de tout cela en affichant sa volonté réformatrice intacte, mais en faisant passer le message que pour qu'elle se manifeste, il faudrait qu'il se voie confier un second mandat. Oui, alors justement, est-ce que pour vous, cette crise sanitaire qui se prolonge pendant la campagne présidentielle, qui va peut-être empiéter dessus, est-ce que ça favorise plutôt Emmanuel Macron, bien qu'il ne puisse pas faire ses réformes? Est-ce que ça pénalise l'opposition, les postulants à la présidentielle qui ne peuvent pas se faire entendre parce qu'il n'y a pas d'espace alors qu'on est en crise sanitaire? Est-ce que qui ça arrange finalement? Mais c'est pas évident de répondre à votre question, parce que la partie n'est pas terminée, et donc on voit bien qu'on a une partie non négligeable de la population qui est très critique sur la façon dont cette épidémie est gérée. Et en même temps, comme vous le disiez, le fait que le variant soit là, eh bien, accapare le temps de discours disponible et l'attention politique et médiatique autour de ce que fait l'exécutif. Et les oppositions, dans ce contexte-là, sont totalement inaudibles. Alors, les oppositions les plus radicales, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, vous voyez que samedi dernier, elles ont attendu que le ministre de l'Intérieur donne les chiffres des manifestants pour prudemment tweeter leur soutien aux manifestants. Donc ils essayent de ne pas trop se solidariser avec ces manifestants tout en essayant de capter la colère. Donc c'est compliqué pour eux. Les Républicains, leurs représentants au Parlement, ont trouvé un accord avec le gouvernement sur ce texte du pass sanitaire. Et puis on parlait tout à l'heure des socialistes qui disent « nous on est contre le pass sanitaire, on est pour la vaccination obligatoire ». Et vous voyez que c'est très compliqué à faire passer dans l'opinion. Donc du coup, cette crise du Covid a pour effet de geler la campagne présidentielle et de la retarder encore davantage. Vous voyez que on attendait des mouvements
à droite, donc Valérie Pécresse s'est déclarée, M. Juvin également, Aussi, mais il n'y a pas eu de grande manœuvre jusqu'à présent. À gauche, donc juste pour aller sur la droite, puisque vous disiez, donc du coup ça handicape une primaire éventuelle à droite. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps possible avec la crise sanitaire. On peut tout à fait, quand on est à droite, organiser une primaire, mais elle va être surdéterminée par cette crise sanitaire si celle-ci se poursuit. Et donc ça donne fatalement une prime à l'exécutif qui, lui, est à la manœuvre. On voit qu'économiquement, on va dire, voilà, on a un plan de relance, on va aider tel ou tel secteur, on a accéléré la vaccination, ou on va prendre telle ou telle autre mesure. Et donc, effectivement, on est dans un climat qui est inédit, extrêmement particulier, et qui retarde le lancement de la campagne présidentielle. De manière cynique, certains peuvent dire, à tout prendre, c'est pas forcément si mauvais que cela pour Emmanuel Macron, parce que lui est déjà bien dans le paysage, bien identifié, et c'est à ses angles. Dernière question très rapidement, Frédéric. Est-ce que ça peut permettre justement ce climat un peu incertain, l'émergence d'une personnalité surprise au dernier moment qui pourrait perturber cette campagne? C'est pas à exclure, mais on ne voit pas la surprise se préparer pour l'instant.